Mes parents ont envoyé une montre à mon mari pour son anniversaire. Dès que je l'ai vue, j'ai blêmi. N'y touche pas, ai-je murmuré. Il a demandé. Quoi? Pourquoi? J'ai répondu. S'il te plaît, n'y touche pas, c'est un piège. Et voilà. Nous ne nous sommes pas disputés. Tout était réglé le lendemain matin. Chacun d'eux a reçu une lettre et s'est mis à hurler. La montre est arrivée un mercredi. Le colis était ordinaire, juste une boîte en carton marron avec une étiquette d'expédition et un autocollant, joyeux anniversaire. Quelqu'un avait retiré un rouleau d'emballage. Nous venions de finir le dîner, fade et beige, probablement une pizza surgelée, le genre de pizza qui laisse une fine pellicule de culpabilité sur les dents. Il faisait la vaisselle et j'essuyais la table quand la sonnette a retenti. C'est là que nous avons trouvé le cadeau. Il l'a ouvert aussi délicatement que s'il s'agissait d'une paire de chaussettes. Oh, a-t-il dit, tes parents m'ont envoyé quelque chose. J'ai regardé. C'est bon, c'est apprécié. Il sortit une montre d'un écrin de velours noir. La montre était chère, mais trop chère. Mon corps réagit avant mon esprit. Mon estomac se noua, un doux avertissement de pile faible. Je m'essuyai lentement les mains. Il s'apprêtait à ouvrir la boîte. N'y touche pas, dis-je. Il me regarda. Quoi? Répétai-je, plus fermement. N'y touche pas. Silti plate non. C'est un piège. Il me regarda comme si je lui avais dit de mettre la montre au réfrigérateur. Je m'approchai, retirai le torchon de la cuisinière et enveloppai délicatement la boîte. Même à travers le torchon, je sentais son poids. Trop lourd. Ne l'ouvre pas encore, vérifions d'abord quelque chose, ai-je dit. Il était surpris. Vérifier quoi? Je ne sais pas, juste quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo du coffret de la montre, sous un bon éclairage, prête à la conserver comme document, pas comme souvenir. J'ai commencé à chercher en ligne, logo du fabricant, design du coffret, numéro de série, prix. Ça n'a pas pris longtemps. Regarde, ai-je dit. Il s'est penché et a cligné des yeux. Prix, 3800 $. Personne dans ma famille n'avait jamais rien envoyé d'aussi précieux. À moins que ce ne soit une facture médicale ou une dernière supplication. Mon frère avait déménagé 6 mois plus tôt, parvenant à peine à réunir l'acompte pour une maison. Mes parents n'étaient pas riches et mangeaient des légumes surgelés selon une vieille habitude. J'aidais discrètement à payer leurs factures depuis des années, parce que c'était la bonne solution, non? Alors, d'où venait cette montre? Il croisa les bras et se demanda. Peut-être qu'il m'aime tellement qu'il refuse de payer la facture de chauffage pour que je puisse porter cette montre fantaisie. Je ne riais pas, et lui non plus. La chaleur de l'air avait légèrement changé, mais de manière irréversible. La montre était chère, je le savais. Je ne voulais pas y croire, pas de mes propres parents. Mais je pouvais deviner d'où venait l'argent. Et si j'avais raison, ce n'était pas juste un cadeau. C'était dangereux, un piège. Si vous demandiez à mes parents, ils diraient qu'ils étaient justes envers leurs enfants, et c'était vrai. Si, juste, signifiait que je faisais tout, et que mon frère faisait des bêtises sans en subir les conséquences. C'est moi qui gère la liste des choses à faire, le planning de travail, les candidatures à l'université. Mon frère n'a que des idées sur le monde, mêlées à l'insatisfaction de ne pas avoir trouvé son talent. Il a abandonné ses études à 2 reprises, oubliant qu'il était encore étudiant. Je paie discrètement les factures de téléphone de mes parents, qui n'ont pas changé depuis que j'ai rencontré mon mari. Il n'est ni riche, ni puissant, ni même grand, au grand désespoir de ma mère. Mais il dirige une petite association locale qui distribue des repas chauds aux sans-abri. Je suis tombée amoureuse de lui comme si je tombais dans un lit douillet. Après des années de persévérance, il a lancé l'association sans presque aucun capital, sans loyer, sans investisseur, avec juste quelques tables pliantes empruntées, le sous-sol d'une église et un grand chœur. J'ai commencé à aider le week-end, de la découpe de pommes de terre à la gestion du budget. Ensuite, j'étais là dès que j'avais du temps libre. L'association s'est développée lentement mais sûrement grâce au bouche à oreille, au soutien de la communauté et à quelques donateurs qui ont cru en nous. Nous avons ouvert un 2e, puis un 3e site, toujours avec des fonds modestes mais efficaces pour aider les sans-abri. À cette époque, mes parents étaient presque à la retraite, sans pension ni économie. Mon jeune frère était encore à la maison, à s'amuser avec des idées commerciales étranges et à oublier de nettoyer les égouts.
Nous avons donc demandé à mes parents de s'occuper de tâches administratives, d'organiser des événements pour l'association. Ce n'était pas trop dur, c'était dans leurs moyens et ça avait du sens. Tout semblait aller pour le mieux. Puis, il y a 6 mois, les choses ont commencé à changer. Mon frère a déménagé, a acheté son propre appartement, a-t-il affirmé. Il a créé une entreprise technologique, a évoqué la propriété intellectuelle, mais n'a pas voulu en dire plus pour des raisons de confidentialité. Je lui ai posé quelques questions, puis je l'ai congédié parce qu'il n'était ni doué en technologie ni en affaires, me disant simplement que c'était génial, génial. Au même moment, un nouveau fournisseur alimentaire a été recruté. C'était l'idée de mon père, qui se vantait d'avoir trouvé un meilleur fournisseur, moins cher, plus sain et local. Il a présenté le contrat et nous l'avons signé après 3 mois d'essai. Mais les plaintes ont commencé à affluer. Au début, elles étaient minimes, quelques personnes trouvant la nourriture inhabituelle. Puis la situation a empiré. Les gens sont tombés malades, ont eu des maux de ventre et ont vomi. Un homme a été hospitalisé pour déshydratation, la seule source de nourriture pendant 2 jours d'affilée. Mon mari était furieux et s'est lancé dans une inspection complète. Il a vérifié les factures, les ingrédients, les fournisseurs. Le résultat l'a rendu malade. La nourriture avait changé, la viande bon marché remplacée par de la bonne viande périmée, les emballages sans étiquette, les produits toujours facturés comme du haut de gamme. Il a convoqué mes parents et leur a annoncé la résiliation du contrat. Ils étaient tous deux très contrariés. Ma mère a dit que c'était un malentendu. Mon père a insisté, les rumeurs sont exagérées. Les factures sont claires. Il pensait que les chiffres étaient raisonnables et que les plaintes des clients étaient probablement dues à une mauvaise alimentation. Il a insisté sur le fait que le contrat ne pouvait pas être résilié simplement parce que quelques clients étaient mécontents. Sa colère était vive, non seulement parce qu'il défendait le fournisseur, mais aussi parce qu'il était profondément en lui. Défendre le contrat, c'était se défendre soi-même. Juste au moment où mon mari s'apprêtait à donner sa démission, le cadeau d'anniversaire est arrivé. Nous avons mangé à emporter, regardé des films ou fait une promenade s'il ne pleuvait pas la semaine de son anniversaire. Il a ouvert la boîte, a regardé la montre noire dans son luxueux écrin de velours, et je l'ai arrêté. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, nous nous sommes à peine parlé. Il a fait du café, j'ai brûlé les tartines, involontairement, mais je n'en ai pas refait. La cuisine était silencieuse, nous pensions tous les deux la même chose sans le dire. La montre était posée sur la table, enveloppée dans le torchon que j'avais utilisé la veille, non ouverte, intacte. J'ai écrit 2 lettres à mes parents et les ai mises dans des enveloppes scellées. Mon mari ne m'a pas demandé ce que j'avais écrit, il le savait. Il a pris la montre par les coins avec une serviette propre, en prenant soin de ne toucher ni le cuir ni le velours, l'a soigneusement emballée et l'a apportée à l'association caritative. Nous sommes partis sans un mot. L'ambiance était aussi morose qu'avant la tempête. Quand nous sommes arrivés au travail, mes parents étaient déjà assis, faisant semblant d'être occupés. Ma mère lisait le même email encore et encore, mon père consultait un tableur tout en consultant son téléphone. Mon mari et moi avons sauté la réception et sommes allés directement à la salle de pause. Là, il nous a tendu le coffret cadeau, je lui ai tendu les 2 lettres. Mon père a regardé chaque article, puis nous a regardés. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-le. Ai-je dit. Ils ont ouvert les lettres, des lettres de licenciement préimprimées, polies et officielles, 1 mois de salaire, pas plus. Ma mère détourna le regard, penaude. On s'est fait virer? Oui, répondis-je. Mon père se leva, sa chaise grinçant sur le sol. On est de la famille. Plus maintenant, dis-je. Il me regarda comme si je parlais dans une langue étrangère, comme si j'avais oublié mon script. On n'a rien fait de mal, dit-il. Non, répondis-je, puis je sortis mon téléphone pour leur montrer la page de vente de la montre et son prix. Expliquez-moi d'où vient la montre. Ils ne répondirent pas. Pourquoi lui avez-vous envoyé ce cadeau? Mes parents n'ont même pas pu payer le chauffage l'hiver dernier. C'est moi qui vous ai payé. Ils restèrent silencieux. Où est l'argent pour la montre? Demandai-je à nouveau. Mon père haussa les épaules. C'était un cadeau. Ma mère se débattit. On pensait qu'il méritait un beau cadeau. La générosité est-elle un péché? Non, juste méfiante. Puis ils commencèrent à parler vite, confus, sur la défensive. On ne comprend pas, dit ma mère. Le fournisseur est sérieux.
On veut juste soutenir mon frère. Ces mots m'arrêtèrent. Quel rapport? Mon père se tut, ma mère détourna le regard. Pourquoi êtes-vous si dur avec ce fournisseur? Que se passe-t-il? Pourquoi mentir sur la qualité de la nourriture? Les gens tombent malades à cause de ça. Vous savez. Il a marmonné, les gens exagèrent. Une personne a été hospitalisée. Il n'a pas pu répondre à la question. Qu'est-ce que vous gagnez avec cet accord? On ne fait rien d'illégal, c'est juste un accord intelligent. C'est juste moche. Je me suis penché. D'où vient cette montre? Personne ne m'a repris. J'ai compris qu'il savait de quoi je parlais. Je ne veux pas y croire, mais c'est vrai. Mes parents savaient ce qu'ils faisaient. Et ils m'ont fait ce cadeau, sachant que c'était dangereux. Ma mère croisa les bras. On ne l'a pas forcé à l'accepter, mais tu sais ce que c'était. Ils restèrent silencieux. Ils l'ont mis en danger. Ils ont mis l'association en danger. Pourquoi? Pour être pauvre à jamais? Mon père demanda. Et toi? Tu veux vivre une vie misérable? Il gagne vraiment de l'argent avec ce fournisseur. Des gens tombèrent malades, personne ne mourut. Le silence régna jusqu'à ce qu'ils disent. Tu te soucies plus de ton apparence que de ta famille. J'acquiesçai, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je reconnaissais la vérité. Je me soucie du bien et du mal. Et ce que tu as fait était mal. Tout. Ma mère pleurait. Tu as besoin de temps? J'avais dit, assez. Plus d'appels, plus d'aide. J'en avais fini. Je ne voulais pas dire ça, a dit mon père. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dis-moi la vérité. Maintenant, partez tous les deux. Ils sont partis, sans crier, en silence, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je me tenais à la porte, les regardant sortir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai gardé le silence, comme si j'étais un être fragile que je venais de rencontrer pour la première fois. Je ne me sentais plus comme un enfant, mais comme l'adulte présent dans la pièce. La sonnette retentit à plusieurs reprises, non pas doucement, mais bruyamment, comme pour enfoncer la porte ou faire un grand signal. J'ouvris doucement. Mon frère se tenait là, le visage rouge, haletant comme s'il avait couru une longue distance avec des chaussures mal ajustées. « Qu'est-ce que tu fais » cria-t-il sans dire bonjour. Il regarda mon mari. Il est apparu derrière moi, silencieux, calme, sans sourire. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit » a-t-il demandé. Mon frère m'a fusillé du regard. « Tu le savais. Tu voulais nous détruire, tuer toute notre famille. C'est grave. »« Pourquoi » ai-je demandé d'un ton neutre. « Vous avez annulé le contrat. » Il m'a dit de me taire, de laisser les choses continuer. Si j'arrêtais maintenant, les gens voudraient être remboursés. Qui? Ai-je demandé. Il a hésité. Quelqu'un a payé d'avance. Maintenant, le contrat est résilié, pas de livraison. Ils veulent être remboursés. Pas de courriel facile. Vous avez donc pris leur argent pour faire aboutir le contrat, mais maintenant, il est tombé à l'eau parce qu'ils n'ont pas respecté la qualité. Vous avez raison de dire que vous ne saviez pas que la nourriture était mauvaise. Il a rapidement répondu. Je ne sais pas. Bien sûr que je ne sais pas, parce que l'argent est le plus important et vous n'avez rien demandé. Il a croisé les bras, j'ai dû vendre ma maison. Mais sachez qu'il ne faut pas acheter une maison avec de l'argent qui ne vous appartient pas. J'ai ri. Vous disiez aider votre famille? Mon mari s'est avancé. Vous vous aidez vous-même. Le silence est resté, puis mon frère a dit. Si on revient au contrat, tout peut être réparé. J'ai dit, non. Mon mari a demandé, est-ce une menace? J'ai dit, la vérité. Nous n'avons pas claqué la porte, mais c'était proche. 3 jours plus tard, des témoignages anonymes ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, d'anciens groupes, des forums locaux et même sur la page d'avis Google de l'organisation. Le directeur conduit-il une voiture qui coûte plus cher que les dons des gens? À qui appartient cette Rolex? Les sans-abri mangent-ils? Ils sortent et se nourrissent eux-mêmes. Un compte a publié une photo floue mais reconnaissable d'une horloge. S'en sont suivis des messages aux sponsors, des emails, des publications taguées et des hashtags. Ce week-end, 2 sponsors ont suspendu leurs contributions et un événement a été discrètement annulé. Ce soir-là, nous étions au bureau. Mon mari était épuisé, le personnel paniqué, un coordinateur bénévole pleurait. Debout devant le tableau d'affichage,
Je regardais le mur comme si je cherchais des réponses. Mon téléphone a sonné. Le département de gestion des œuvres caritatives de l'État a appelé pour parler d'évaluation de leadership, de messages anonymes et de problèmes de gestion. Ils étaient très polis, ce qui m'a encore plus inquiète. J'ai raccroché et regardé mon mari. Il n'a pas demandé de détails. On aurait dit qu'il savait ce qui allait arriver. Le lendemain, mes parents ont appelé, ou mon frère a emprunté leur téléphone. Je n'ai pas répondu. Puis le courriel est arrivé, simple, bref, non signé. Si nous remettions à zéro le contrat et rendions le poste, les attaques cesseraient. Je l'ai lu et relu, et j'ai ri, pas de joie. Mon mari s'est assis à côté de moi et m'a dit « Il faut signaler ça à la police ». J'ai hoché la tête. Demain. Nous n'avons pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, nous sommes allés au commissariat et avons remis tous les documents. Courriel, rapport de fournisseur, déclaration de bénévole, capture d'écran de cyberattaque. Nous leur avons parlé du contrat, de la résistance, des pressions, des menaces, des courriels. La police a pris le dossier, imperturbable. Il y a eu beaucoup de cas comme celui-ci récemment. Mais vous avez bien fait de le signaler. Je voulais y croire, espérant que la vérité n'arriverait pas trop tard. La vérité était toujours importante, même si elle arrivait dans une simple enveloppe, avec une légère odeur de soupe. En quittant la gare, je me suis retournée vers la porte, elle ne claqua pas, mais se referma doucement, comme si elle savait que nous tournions une nouvelle page, celle où tout était révélé. 6 mois plus tard, la nouvelle faisait la une des journaux locaux, des articles dans les magazines régionaux et des interviews radiophoniques. Ce fut un scandale de charité, de corruption, de trahison et un rebondissement inattendu. Une fille dénonçant sa propre famille. Mes parents ont été condamnés à 18 mois de prison fédérale pour complot, fraude et corruption, et à une amende de 50 000 $. La plupart de leurs économies ont été confisquées, leur réputation ruinée, plus aucun signe de tête amicale à la poste, plus aucun souvenir chaleureux dans la communauté. Le tribunal a confirmé. La montre était un pot de vin, tout comme 15 000 $ secrètement transférés sur le compte de mon père avant la signature de la transaction. Cet argent servait à verser l'acompte de mon frère pour l'achat d'une maison. Mon frère a été condamné à une peine avec sursis et à 200 heures de travaux d'intérêt général pour la même association. L'appartement a été saisi, la fausse entreprise a fait faillite, le PDG a été condamné à 1 an de prison, à une amende et a perdu sa licence. Le site web a été fermé et son nom est devenu un exemple à suivre dans le secteur associatif. Nous avons été officiellement et publiquement justifiés. L'organisme de coordination a publié une déclaration, les sponsors et les bénévoles sont revenus. Le conseil d'administration a réaffirmé à l'unanimité le leadership de mon mari. La cuisine proposait du café frais et un nouvel espoir. J'ai repris le travail, un vrai travail, un travail honnête, à nourrir les gens, à me recentrer, à me rappeler chaque jour pourquoi j'avais choisi de rester du bon côté, pas facile, pas confortable, mais juste. Je n'ai pas parlé à mes parents. Ils m'ont envoyé une lettre, je ne l'ai pas ouverte, non pas par colère, mais parce que c'est fini. Certains chapitres se terminent, et c'est normal. Ce matin, je suis entrée dans la cuisine. La radio jouait une chanson joyeuse, le pain était frais, quelqu'un a renversé de la soupe et a ri. Un nouveau bénévole apprenait à quelqu'un à couper des oignons sans pleurer. C'était bruyant, chaotique, vivant. C'était bon, et c'était à nous. Alors, qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire et abonnez-vous.